Bonjour à tous, vous êtes les bienvenus dans Littoral. Depuis la tempête Xynthia en 2010, les risques de submersion des zones côtières sont devenus un problème majeur et on l'a vu encore ô combien récemment. En Bretagne, l'un des sites les plus menacés, c'est l'île Tudy, une station balnéaire du Finistère Sud. Le cordon dunaire s'érode un peu plus à chaque coup de tabac, alors que faire? C'est la question qui se pose. Notez que le film que vous allez voir a été tourné avant les tempêtes qui ont récemment meurtri nos côtes. Voici donc Benoît et la Dune de Mathurin Péché. Pendant longtemps, l'île Tudy était un village de pêcheurs. Aujourd'hui, c'est une station balnéaire très en vue qui passe de 700 habitants l'hiver à 10 fois plus en été. Mais c'est aussi un des endroits de Bretagne où le risque de submersion marine est le plus important. Alors, au moment où on annonce que la mer monte à cause du réchauffement climatique, que se passe-t-il à l'île Tudy? Eh bien, pas grand-chose. Il y a juste un jeune homme qui arpente la dune avec un objet bizarre. C'est Benoît, un jeune Ilien de 24 ans, étudiant en géographie. Je suis en train de mesurer le recul ou l'avancée de la dune sur la terre ou sur la mer. Du coup là je suis en train de mesurer ça avec le GPS pour toutes les 3 semaines, un mois, pour voir comment ça évolue au fur et à mesure de l'année, surtout au fur et à mesure de l'hiver et des saisons. Le problème c'est que la dune a la fâcheuse tendance à vraiment beaucoup reculer. Il y a un risque peut-être que la mer passe par-dessus cette dune et vienne inonder toute une zone derrière, la zone du polder. Et du coup mettre en péril les habitations et les personnes qui sont derrière. Et voilà ce qu'il y a derrière. Dans une cuvette est construit tout un lotissement au niveau de la mer. Comme en Vendée, lors de la tempête Xynthia de 2010, le risque est ici que la mer franchisse la dune et submerge les habitations. C'est là qu'habite Benoît, dans une maison un peu particulière. C'est une maison qui est adaptée au risque de submersion marine. À l'époque où elle a été construite, il y a une dizaine d'années, elle était adaptée. Donc là, depuis que les normes ont changé, elle l'est un peu moins. Mais en cas d'inondation, je pense que oui, on a un minimum de protection. Le fait de ne pas être au niveau zéro du sol et du terrain, quoi. L'autre particularité de la maison de Benoît se cache à la cave. Il y a ici un élément inhabituel que quelques coups de pelle suffisent à révéler. C'est en fait tout le quartier qui est construit sur un ancien marais. Sur cette carte du 19e siècle, l'île Tudy est encore une île, reliée au continent par une dune discontinue. En 1852, les hommes ont une bonne idée. Ils ferment le marais par une digue, consolident le cordon dunaire et créent un immense polder. Pendant longtemps, ces terres servent uniquement pour l'agriculture. Mais à partir des années 1950, tout change. Sous la pression foncière, le polder situé sur l'île Tudy s'urbanise peu à peu complètement. Et aujourd'hui, c'est justement toute cette zone qui présente le plus fort risque d'inondation. Ce qui n'a pas l'air d'affoler les voisins de Benoît. Si tu veux, surtout que j'ai l'eau après à perdre. J'y pense jamais. Jamais, jamais. Soit on a la planche à voile dans le garage, si c'est nécessaire, les bouées. Ouais. C'est marrant, c'est un truc qui revient à peu près chez tout le monde. Risque de submersion, personne n'y croit vraiment. Non, bah non. Mais non, mais t'es tellement bien ici en fait que. Ouais, tu penses pas. Et puis tu vis sur la plage, tu vis. Donc tu penses pas du tout. Tu crois même pas. Ça arrive ailleurs, mais pas ici. Enfin, c'est toujours pareil, ça arrive toujours chez les autres. Bon, le jour où ça arrive, on sera surpris. Et pourtant, plusieurs fois déjà, comme en témoigne cette archive de 2010, la mer est passée de l'autre côté, sans aller très loin pour l'instant. Jusqu'ici, voilà la solution choisie. Plusieurs fois par an, un balai de camions et de tractopelles recharge la dune avec plusieurs milliers de mètres cubes de sable. Il faut même parfois à certains endroits tout reconstruire.
Le cordon dunaire est ainsi renforcé jusqu'à la prochaine tempête. Malgré ses efforts vaillants et répétés, la dune continue de reculer. Elle perd en moyenne 40 cm par an. Pour protéger la première ligne de maisons qui se retrouvait au bord de l'eau, Monsieur le maire a dû choisir une technique plus radicale. Après le château de sable, le mur en pierre. T'étais où en 92? 92, j'avais 2 ans, j'étais derrière. Ouais. Et ben voilà, Sur le comité, ouais. en 92, on réalisait les enrochements. Pour le moment, cet ouvrage imposant est parvenu à fixer le trait de côte. Mais au fait, pourquoi ne pas l'avoir continué sur toute la dune? L'enrogement n'a pas été continué parce que de la frontière entre l'île Tudy et Combry de Sainte-Marine et la pointe de Sainte-Marine, le site est classé. Je peux vous dire que sur un site classé, avant de réaliser un enrogement, c'est pas 10 ans d'études. Et puis ouais, ce serait irréalisable. C'est pas la même politique non plus. Le conservateur du littoral qui est propriétaire des terres derrière n'est pas favorable à un enrochement. Ainsi, la partie fragile s'est décalée juste après l'enrochement, sur un cordon dunaire qui est maintenant l'objet de toutes les attentions. C'est là que Benoît multiplie les mesures, embauché pour l'occasion comme stagiaire par les communes de Combry et l'île Tudy. L'enjeu de ces travaux est de comprendre pourquoi la dune par endroits semble bien résister, alors qu'ailleurs elle s'érode rapidement. Alors là, on se trouve du côté de Sainte-Marine et on est sur une dune qui a plutôt un profil, ce qu'on appelle un profil d'équilibre, où là, la dune, elle est plutôt en bonne santé. Donc on va retrouver typiquement de la tortula, plante vivace qui reste là d'une année sur l'autre. Et on va retrouver aussi, puisqu'on est sur une zone de transition, évidemment de l'Oya. Alors là, c'est de l'Oya courbée et ponctuellement des petites ailles sauvages et des échalotes sauvages. En se rapprochant de l'île Tudy, le visage du cordon dunaire devient bien différent. Les pins qui ont été implantés, ils ont été implantés durant les années 80-90, où c'était un peu la mode écologique du moment, de venir défendre les littoraux face au recul des littoraux qui étaient déjà présents durant ces années-là. C'était une bonne idée? Avec le recul, l'idée ne s'avère pas forcément être si bonne que ça. On peut voir en termes de couverture végétale que très rapidement on se retrouve avec un sol très pauvre, avec au final en végétal rien à part des restes d'épines et de résineux, quoi. Quand les pins et les cyprès se retrouvent en première ligne par rapport à l'attaque des vagues, on remarque que les couvertures végétales ne permettent plus de maintenir les sédiments entre eux. Ça a peut-être des effets qui sont négatifs par rapport à ce que l'on souhaiterait avoir initialement. Comment ralentir l'avancée de la mer? Benoît étudie avec ses modestes moyens les différents facteurs qui font reculer la dune, et ils sont nombreux. Il y a les mécanismes de l'érosion, la houle, les vents, les courants, les marées. Et voilà que maintenant les climatologues annoncent que le niveau des océans va s'élever de plus d'1 mètre d'ici la fin du siècle. Sur la presqu'île, l'issue semble inéluctable. Depuis Xynthia, l'État semble avoir pris la mesure du danger et toute la zone inondable a été décrétée du jour au lendemain inconstructible. Pour les propriétaires des terrains concernés, cette décision passe très mal. Là, ça fait 2 ans qu'on fait le tour des élus. Dans l'ensemble, on n'a absolument aucun retour, quoi. C'est net, il n'y a pas d'échange, c'est difficile. Nous, ce qui est plus dur, c'est de voir que l'État nous a autorisé à construire, vendu des terrains constructibles et qui maintenant revient sur sa parole en disant non, maintenant c'est plus constructible. Alors on comprend pourquoi c'est plus constructible, mais du coup, à niveau financier, c'est sûr que forcément, les caisses sont vides, donc on ne fait plus comme à Xynthia, rembourser, etc. Donc c'est toujours des questions financières qui sont plus ou moins difficiles pour les gens, quoi. Donc, voilà. Et puis même au-delà de ça, qu'est-ce qu'on va faire de ces terrains-là, quoi? Est-ce que du coup vous êtes les premiers réfugiés climatiques bretons? Je sais pas, on est les premiers en tout cas à évacuer, peut-être, je sais pas. Bonne question, je pense pas. Mais, donc ces problèmes de montée des eaux, que ce soit aussi bien l'eau salée que l'eau douce, on les aura, quoi.
Donc maintenant, il faut réfléchir à comment les anticiper, mais il faut réfléchir sur du long terme. Face au risque de submersion marine, Benoît est aux premières loges. Désormais étudiant en master de géographie, il enrichit peu à peu ses connaissances sur ce lieu si particulier. Pour l'instant, je gravis petit à petit les échelons et je garde les données que j'ai, je les garde vraiment précieusement parce que c'est des données certaines qui sont très importantes. Je les analyse au fur et à mesure avec du recul que je ne peux pas avoir d'une année forcément sur l'autre. Et une maturité aussi, ça change aussi au fur et à mesure des années, quoi. Qu'est-ce qui me fait marcher? C'est vraiment la volonté de savoir pourquoi on a ce problème-là ici. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éventuellement essayer à notre échelle de faire changer les choses, mais c'est très compliqué. Et c'est un travail de long terme, ne serait-ce que de faire changer les mentalités, et ça c'est pas en 1 an ou 2 ans que ça va marcher, c'est sur plusieurs générations. Pour l'instant, l'île Tudy a fait le choix du bras de fer avec l'océan. Mais si la solution était ailleurs? Et si on rendait à la mer ce qu'on lui a pris? On parle de dépoldérisation, beaucoup de gens parlent de dépoldérisation, donc c'est peut-être un gros mot encore aujourd'hui, où on va arrêter de se battre contre un élément où on sait très bien qu'au final, il y aura de fortes chances que c'est lui qui aura le dernier mot sur l'humain. C'est peut-être une solution aussi à prendre en considération. Les questions qui se posent ici vont bientôt se poser ailleurs. Car c'est maintenant une certitude. La mer va continuer de monter. Et il va bien falloir choisir. Édifier des défenses toujours plus coûteuses ou la laisser passer. Benoît, lui, semble avoir fait son choix. Et pour l'heure, c'est la défense du littoral à tout prix qui a été choisie avec un gros projet de plusieurs millions d'euros pour renforcer le cordon dunaire. Tout cela devrait démarrer fin 2015. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis quelque temps, au bord des chemins côtiers, on trouve des piles de galets entassées les unes à côté des autres. Certains appellent ça la cairnmania, d'autres, les touristes notamment, y voient des représentations de cultes païens ou bien des sépultures d'oiseaux. Bon, en fait, personne ne sait trop ni d'où ça vient, ni ce que ça signifie. Alors Caroline Rubens a mené l'enquête pour percer le secret des cairns. Ce matin, à l'île Grande, on s'interroge. Le journal titre sur un drôle de mystère. Mais pour qui sont ces cairns qui croissent sur nos côtes? Ton ami, toi, non? Moi, je ne sais pas du tout. Je pense que ça fait une dizaine d'années, là. C'est arrivé comme ça. Je ne sais pas qui c'est qui a emmené cette mode, là. Et on a vu les cailloux, voilà, arriver. Extraterrestre, tu veux? Comment? Extraterrestre. Ça se fait, mais je ne sais pas d'où ça vient. T'as pas parmi tes connaissances? Pour moi, ce sont les enfants de l'île, ou les gens qui viennent en vacances. Mais surtout les enfants de l'île, il me semble. On ne sait pas d'où ça vient, c'est une personne qui a commencé, et puis voilà. Ce serait plutôt les adultes, hein. Les cairns, ce sont ces empilements de pierres que l'on trouve sur le bord des côtes. Nous sommes au lendemain d'une tempête et déjà, ils réapparaissent. Certains parlent même de phénomènes surnaturels. On a eu souvent des réactions face à ce type de petite construction et des réactions du style « Oh, c'est joli, c'est la nature qui fait ça ? C'est la pluie, c'est le vent, mais comment c'est possible ?» Donc il y a quand même ce côté interrogation, est-ce que c'est naturel ? Est-ce que des corrigans sont passés pendant la nuit? Est-ce que c'est un signal d'un autre monde? Voilà, on peut un peu tout imaginer. Pour percer le mystère des cairns, une seule solution, faire le guet. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous êtes en train de faire et pourquoi? Mes grands-parents m'ont dit que c'était les gens qui marquaient leur présence ici pour savoir qu'ils étaient passés et les autres gens ne touchent pas à leur petit tas de cailloux. D'accord, donc en fait tu viens marquer ta présence. Voilà.
ici soit le mercredi, soit le dimanche, mais plus souvent le mercredi. J'aime bien, je trouve ça joli et c'est comme si en fait t'empilais des personnes. Sauf que les personnes, des fois elles aiment pas. Pour moi, un gros caillou, c'est un adulte. Un petit, c'est un enfant, un bébé. Et il y en a qui ne font pas partie de la famille, donc qui tombent. Moi, ce que j'aime bien aussi, c'est que quand tu l'empiles, tu te dis que tu es en train de remplir une maison toute seule. Parce que quand tu as des maisons toutes seules, ça fait moins joli que quand tu as plein de familles partout. Ça, c'est une famille. Donc là, il y a le bébé, là, il y a la grande sœur, là, c'est le grand frère, le grand frère. Ça, c'est maman, ça, c'est papa, ça, c'est mamie et ça, c'est papy. Et quand tu trouves des tout petits mais qui sont vraiment bizarres et biscornus et qui ne tiennent pas sur ta forme et que tu as envie vraiment de les mettre, et tu les mets à côté et tu dis ça c'est leur animal de compagnie, ça c'est machin. Et là j'ai mis un cheval. J'aime bien parce que quand je l'ai pris, il a bien collé au doigt, c'est drôle. Les gros cailloux plats, pour toi, c'est des maisons vides. Et quand tu mets la famille dedans, la pierre est habitée, quoi. Ben voilà. Ouais, je l'ai fait tomber. C'est tout. Au moins là, ils risquent moins de faire du mal. Ceux qui sont sur les galets sont bien. Ce qui me gêne le plus, ce sont ceux qui sont construits sur l'herbe. Parce que les galets, leur place, c'est en bord de mer. Ils sont là pour protéger la côte. Heureusement, de temps en temps, il y a des tempêtes qui remettent tout à plat. Bon, il y a certains que ça dérange, mais je crois que la majorité des gens, ça ne dérange pas. Ils trouvent ça très bien. Autant on est contre les gens qui prennent les galets dans leur voiture, mais là, je trouve ça bien. On revient au néolithique ou un truc comme ça, je sais pas. C'est ce qui ça fait penser à ça, quoi. Et donc du coup je viens ici et vu que j'ai eu un tonton qui est mort, je me sens proche de lui. Je prends un petit caillou comme ça, je mets un en dessous et deux à côté là. Et là. Enfin je fais un tas, mais je mets tout le temps ce signe en dessous. Pourquoi? Je sais pas, je l'aime bien. Souvent, je fais un chat comme animal, parce que c'est mon animal préféré. Je pense à tout ce qui s'est passé et puis je me rappelle de mes souvenirs. Je pense, quand je commence à faire, j'ai une image dans ma tête et après, dès qu'il est terminé, je vois l'image complète. C'est comme si elle n'était pas complète au début. Et puis voilà, et du coup je sens vraiment qu'il est près de moi. Puis je me sens super bien. Tu trouves pas ça joli, les dessins? Non, pas spécialement. Oh, il y en a quelquefois qui ont des idées pour faire des monticules qui ressemblent à quelque chose, mais dans l'ensemble, ça n'est pas très expressif. Des fois, ça donne des formes. On peut imaginer des animaux, des gens. Et c'est beau aussi. Il
Il y a le gros là-bas, ça fait une sorte de canard. Là-bas, on dirait aussi un animal avec une oreille, avec sa tête. Une sorte de fantôme qui n'a pas de pattes. J'ai fait ça pour le plaisir parce que j'aime bien. C'est pour le plaisir, c'est... Voilà. Et les cairns ont beaucoup souffert lors des dernières tempêtes, il n'y en a plus un seul debout. C'est l'heure à présent de notre grande série sur la bande dessinée maritime, des embruns dans les bulles avec la Corderie Royale de Rochefort. Et cette semaine, attention, respect, François Bourgeon. Qui n'a pas rêvé en feuilletant sa série Les Passagers du Vent, qui n'a pas vibré aux aventures d'Isa, la rebelle, son héroïne au destin extraordinaire, surtout que c'était une première de donner le rôle principal à une femme dans un univers de la marine du 18e. Nathalie Marco nous propose à présent un joli voyage dans l'univers de François Bourgeon. Quand je suis venu en Bretagne, je me suis installé en Pays Bigoudin, parce que j'y avais des amis, mais aussi parce que j'aime bien ce coin de côte, j'aime bien cette baie d'Audierne avec ses 30 km de plage qui n'en finissent pas, qui sont toujours battus par les vagues, battus par le vent. C'est un endroit désert, mais c'est un endroit où on se sent jamais seul. Moi, je m'y sens jamais seul, je m'y sens chez moi, alors que mais je me sens chez moi un peu partout. J'aime bien le statut aussi d'immigré. Mes personnages sont souvent des gens un peu atypiques. Ce sont des gens qui sont à la fois bien partout, mais qui n'ont pas vraiment d'attache très précise, quoi. Et ils sont des gens un peu rebelles, un peu... Et j'avais envie d'introduire une femme sur ces bateaux où elle n'a absolument rien à faire, surtout à cette époque. Donc Isa est un phénomène un petit peu exceptionnel au XVIIIe siècle. Et d'ailleurs, toute sa vie sera un petit peu exceptionnelle et un petit peu en avance sur son temps. Voilà, ça c'est la cabine d'Isa et de Mary sur la Marie-Caroline. Donc je m'étais amusé à reconstituer cette cabine. Il y a des éléments qui sont tombés pour essayer de trouver des petits angles, des angles de vue un petit peu amusants. Donc de temps en temps j'ouvrais, je regardais ce que ça pouvait donner, puis ça me donnait des idées de plans des fois et tout. J'ai découvert un jour les premiers livres des 4 tomes du Vaisseau de 74 canons de Jean Boudriau. Et dès que j'ai pu, je me suis acheté ces bouquins. L'énorme intérêt du travail de Jean Boudriau, c'est qu'il propose vraiment tout un bateau dans sa complexité et dans le détail. Là, on est dans un endroit très spécial. Et Jean Boudriau m'avait dit, quand il l'avait vu, il m'avait dit, à ma connaissance, c'est l'unique fois où j'ai vu représenter en perspective les galeries de Charpentier. Voilà, ce sont ces tout petits espaces qui n'intéressent évidemment aucun peintre de marine ni personne, mais qui permettaient aux charpentiers de circuler tout le long du bateau sous la ligne de flottaison et de réparer les voies d'eau qu'il pouvait y avoir. Un historien, quand il écrit, pour prendre un exemple un petit peu à côté de la marine, mais ça pourrait s'appliquer à un bateau ou n'importe quoi, il peut vous dire que Louis XI a rencontré Charles le Téméraire et qu'ils ont dîné ensemble. Mais il n'a pas à dire ce qu'il y avait sur la table. Il n'a pas besoin de dire s'il y avait des fourchettes, des couteaux, ou s'ils mangeaient avec leurs doigts, si la vaisselle était en argent, ou voilà. Moi, je dois représenter tout ça. Donc je dois me poser ces questions. Et en me posant ces questions, je cherche des documents. Et en cherchant ces documents, je trouve des choses que je ne pensais même pas trouver, que je ne cherchais même pas. Et ces choses-là, je vais les exploiter. C'est pour ça que l'histoire n'est jamais finie et qu'elle rebondit tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et qu'on a toujours quelque chose à rajouter.
Et sur cette série des embruns dans les bulles, n'oubliez pas le quiz. Allez vous promener sur notre site internet pour en savoir plus. Voilà, Littoral, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine. Salut à tous! Retrouvez Littoral dans Des histoires et des vies tous les lundis.